Bien le bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait un petit moment que je vous avais pas repris dans ce décor avec mes figurines, mes magnifiques bouquins. Bref, très contente de vous reprendre cette semaine pour une vidéo tranquille, cool, update de lecture et book haul de mon été. Hop là, je triche un peu parce que j'ai une lecture de septembre, mais vu que je l'ai comptée dans ma palle de l'été, je me suis dit, ah, on va pas m'en vouloir si je la compte. Donc je vais vous parler rapidement de toutes les lectures que j'ai faites pendant ces 2 mois d'été, ainsi que des livres que j'ai pu acheter. Alors j'ai pas acheté grand chose, je crois que j'ai acheté 2 audiobooks parce que j'avais renouvelé mon, comment ça se dit, mon abonnement Audible pour acheter Sapiens. Donc voilà, sinon j'ai pas d'autres achats vraiment intéressants, enfin j'ai même pas du tout d'achat à vous montrer pendant cette période là, vu que en général je vadrouille pas mal en voyage tout ça, j'ai juste pas le temps d'acheter des bouquins. Donc sans plus tarder, on va commencer la partie update lecture avec des lectures mais qui datent, parce que comment vous dire ça, ça date de fin juin, début juillet. Ça fait très longtemps, mais je vais essayer de me souvenir un maximum de ce que j'ai pu penser de ce bouquin, et je m'en souviens très bien quand même parce que c'était un sacré beau coup de cœur. Alors un peu moins qu'un coup de cœur, mais presque un coup de cœur. Bref, je vous présente le 2e tome, Les Révoltés de Bohême de Estelle Faye, ce qui est dans le cycle du Bohême. Le 1er tome c'est, comment ça se dit, je sais plus, Les Insurgés de Bohême, il est où? Les Seigneurs de Bohême, pardon. Donc ça c'est le 2e tome et celui qui clôture la saga. Alors petite parenthèse déjà pour commencer, vous êtes vraiment pas du tout obligé de finir avec ce livre là. Le 1er tome, Les Seigneurs de Bohême, se suffit largement à lui-même. C'est vraiment, comment dire, un tome qui permet d'exploiter un peu plus l'univers, certains personnages, des nouveaux comme des anciens, mais il n'est pas, comment dire, primordial de l'avoir lu. Voilà, si vous voulez passer votre chemin et que juste le tome 1 vous a suffi, vous n'allez pas non plus avoir, comment dire, une révélation avec ce tome 2. Même moi, de mon point de vue à moi, j'ai quand même préféré largement le 1er tome. Mais le 2e tome est hyper intéressant quand même parce que on voit du coup l'évolution de certains personnages parce que ça se passe 15 ans après. Donc il y a des personnages qui ont permis de faire cette révolution de Bohême dans le 1er tome, qui sont un peu dans la panade dans ce 2e tome. Et après il y a de nouveaux personnages qui sont mis en place et qui sont très intéressants aussi. Alors déjà le point fort quand même de ce livre là, et que on retrouve que ce soit dans tous les écrits de Estelle Faye, c'est vraiment l'auteur. Je trouve qu'elle écrit mais vraiment hyper bien, que ce soit description, dialogue, intrigue, histoire, création d'univers, je trouve vraiment que c'est hyper bien foutu. Donc franchement très bon point là-dessus. De toute manière tous les livres d'Estelle Faye que j'ai pu lire ont été à chaque fois des énormes coups de cœur. Donc franchement je suis jamais déçue avec cet auteur, et c'est pour ça que le prochain SF un peu que je vais lire, ça sera d'elle, parce que j'ai beaucoup de mal avec du SF et j'espère que Estelle Faye va me réconcilier avec ce genre qui est la SF. Mais en tout cas voilà, Les Révoltés de Bohême, du coup ça se présente 15 ans après les événements du 1er tome. C'est intéressant de voir que en fait tout ne s'est pas passé comme prévu, que voilà, on a mis à la tête du royaume à la fin du 1er tome un peu des enfants, des pseudo-adultes, et je pense que même si ça avait été des adultes, voilà, se retrouver à la tête d'un pays comme ça, sans vraiment peut-être l'avoir demandé ou sans vraiment l'avoir prévu, voilà, ça a fait un lot d'événements qui sont, voilà, soit mauvais soit bons. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas parce qu'ils avaient gagné à la fin du 1er tome que la vie est toute rose et toute belle dans ce 2e tome, non, bien au contraire même. Donc c'est intéressant d'avoir cette espèce de dualité comme quoi je veux dire, c'est pas, comment dire, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Je sais pas comment vous le dire, cette espèce d'happy ending qu'on a dans certains films ou dans certains livres, comme quoi, hop là, ils ont gagné la guerre et puis hop là, ça va être de suite très bien et très cool. Sauf que non, là, il faut mettre tout un régime en place, et là, ils ont échoué vu qu'il y a de nouveau un autre dictateur qui est mis en place. Donc voilà, il y a tout un tas de problématiques qui sont abordées que je trouve hyper cool. J'ai pas envie de vous spoiler plus que ça parce que je sais qu'à la fin du 1er tome il y a certains personnages qui partent, d'autres qui meurent, donc bon, j'ai pas vraiment envie de vous spoiler plus que ça. Je sais juste que mon personnage préféré du 1er tome, il crève vraiment entre le 1er et le 2e tome. Voilà, elle me l'a buté, l'auteur. J'étais pas contente quand j'ai vu ça, mais bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un peu plus de mal avec
comment dire, son binôme un peu, ou sa binôme, enfin j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, mais c'est vrai que dans le premier tome du Seigneur de Bohême, on avait à chaque fois 2 personnages par chapitre qui étaient relativement bien liés, et voilà, là elle m'a détruit un binôme dans le 2e tome. J'étais, voilà, j'avais la haine, parce que c'était mon personnage préféré et j'avais juste tellement envie de le revoir dans ce 2e tome. Eh ben non, et qui c'est tout. Et c'est vrai que ça rend du coup l'autre partie du personnage qui était en interaction avec lui dans le premier tome un peu, je sais pas, moins... Bon, j'ai perdu tout attachement en fait pour lui, clairement. Après il y a le retour d'un grand personnage qu'on avait un peu perdu dans le premier tome, qui je l'ai plutôt bien aimé, mais vu qu'elle m'avait pas transcendé plus que ça dans le premier tome, bon, ce personnage là m'a pas non plus mis des étoiles dans les yeux quand je l'ai revu dans ce 2e tome. Non, c'est vraiment d'autres personnages, les nouveaux en fait, la plupart du temps, qui ont réussi à me, comment dire, à me faire porter l'intrigue. Il y a aussi des personnages qui étaient secondaires dans le premier tome qui sont devenus principaux dans le 2e, et j'ai vraiment bien aimé, vraiment cette... En fait, oui, j'ai beaucoup aimé que les personnages qui étaient assez en retrait dans le premier tome prennent de la place dans le 2e tome et qui soient même carrément principaux de leur histoire. Et voilà, c'est ça qui m'a donné la dynamique du fait que j'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Si on s'en était tenu vraiment qu'au premier personnage qu'on avait vu en tant que principaux dans le premier tome, je pense que j'aurais été un peu déçue. Donc là, c'est vrai que le fait d'avoir de nouveaux héros qui ont quand même connu les événements du premier tome, ça apporte quand même un sacré souffle. Donc j'ai vraiment bien aimé ce 2e tome. Après voilà, il n'est pas essentiel non plus la série. Je veux dire, vous n'allez pas louper grand chose. Donc si vous voulez pas le lire de peur d'être déçu après de votre lecture globale des Seigneurs de Bohême, passez votre chemin. Mais en tout cas, pour ceux qui sont un peu plus curieux de comment est régi l'univers, notamment tout ce qui est magie, je sais pas, les Wyrms, c'est les... Ah, je sais plus, la race qui était avant eux, un peu dragon, tout ça. Il y a quand même beaucoup plus de précisions qui sont apportées, notamment voilà, via le dictateur qui veut mettre de nouveau en place le régime qu'il y avait avant avec les espèces de dragons, tout ça, bref, une ère de sang et de terreur quelque part. Donc voilà, ça apporte beaucoup plus de profondeur en fait à l'univers ce 2e tome, c'est quelque chose que j'avais peut-être un peu regretté dans le premier tome, donc je suis vraiment pas du tout déçue de cette lecture là. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, mais là non plus, voilà, si vous voulez passer votre chemin parce que le Seigneur de Bohême, le premier tome vous a suffi, ben voilà, contentez-vous de lui, franchement. Mais pour ceux qui sont vraiment curieux de tout l'univers qu'a construit Selfie, vraiment je vous plus sois. J'ai enchaîné ensuite avec ces bijoux, ils sont là, ils sont trop beaux. Ils sont là. Je vous présente du coup IQ. De toute manière, vous allez le revoir à passer beaucoup sur la chaîne. C'est de Haruichi Furadate aux éditions Kaze. J'aime l'amour. J'ai ici du coup les tomes 6 à 10. Je les achète par 5, c'est comme ça, il n'y a pas autrement, il y en a 45 du coup, je sais pas, ça va de 55 pour moi dans ma tête, donc je suis hyper contente de vous les présenter parce que c'est trop cool. C'est trop cool, IQ c'est le sang, c'est la vie, c'est trop bien, c'est l'un des mangas de sport que je préfère. Là, c'est comment ça s'appelle, c'est dans l'arc, c'est toujours dans la première saison, ça entame un peu la 2e saison via le tome 9 et 10 notamment je dirais, mais ça finit en gros le match contre... l'équipe d'Oikawa, je me souviens plus, bref, je vais pas me mettre 1000 ans à le trouver, et ça entame après tout ce qui est camp d'entraînement avec les équipes de Tokyo. Il y a d'autres personnages qui se sont mis en place, il y a Tsukishima qui commence à se réveiller et c'est trop bien. De cette manière, vous l'avez vu dans une des vidéos, je vous parle de Tsukishima parce que c'est l'un des personnages favoris de tout le manga. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup d'évolution parce que bon, le match contre l'équipe d'Oikawa c'est pas trop bien passé, donc toute l'équipe Karasuno veut juste s'améliorer, donc ils vont passer par beaucoup d'étapes qui font que des fois il va y avoir des disputes, des fois il va y avoir de l'entraide, et c'est ce qui fait que voilà, c'est une équipe de sport quelque part, c'est que pas tout le temps on peut s'entendre à 100% parce que tout le monde a sa personnalité, tout le monde a ses objectifs et tout le monde a ses buts. Là voilà, on le ressent notamment voilà, via Hinata et Kageyama qui vont s'accrocher un petit peu. Voilà, il y a d'autres personnages, notamment Tsukishima qui s'accrochait avec tout le monde, qui là va justement prendre un peu plus d'ampleur sur ce qu'est le volley, et parce qu'on va avoir quand même pas mal de background sur lui, et c'est cool, c'est franchement hyper cool, et j'ai tellement...
tellement hâte d'avoir la suite et d'avoir le fameux match. Je vais pas vous en parler plus que ça, mais en tout cas voilà, ce tome 6 et jusqu'à ce tome 10 sont hyper cool à suivre pour moi. Très très hâte de m'acheter du coup les 5 suivants et de vous en reparler et jusqu'à finir le manga, parce que je connais pas la fin, hein. J'étais presque à la fin, je crois que je me suis arrêtée juste avant l'ellipse. Même un peu avant parce que je connais pas le dernier match, mais voilà, je suis quasiment à la fin de ma mémoire en fait quand je lisais les scans, donc voilà, je suis hyper contente de me replonger dedans, de redécouvrir certaines scènes et petit à petit de me rapprocher de là où j'en étais dans ma manga et de connaître la fin. Donc franchement hyper cool à suivre, je vous les recommande à 100%. Si vous êtes curieux de la version animée avant de vous attaquer au bouquin, allez-y les yeux fermés. Il y a 4 saisons, je sais plus, il y a un film et il y a autre chose aussi. Il y a 2 films qui sont en cours de préparation pour finir le manga. Je sais plus, je sais plus, je suis un peu paumée. Mais voilà, si avant d'investir dans la version papier, vous voulez découvrir l'œuvre via la version animée, allez-y parce qu'elle est franchement très très cool. Mon copain aime beaucoup. Là on va commencer à attaquer la saison 2. Donc voilà, hyper chouette IQ, je vous le recommande, mais même pas à 100%, à 1000%, à 2000. Franchement c'est trop bien. Ensuite j'ai terminé le mois de juillet je crois. Je sais plus, je suis un peu paumée du coup, mais avec ce livre-ci, La chute d'Antémisia de Gustave Auguste aux éditions Les Mondes Flottants. Je crois que c'est de l'auto-édition, c'est sa maison d'édition à lui, il me semble. Je vais apprendre avec des pincettes, je ne suis pas à la science infuse. Bref, en tout cas, c'est un livre du coup illustré. Je vais vous montrer rapidement quelques dessins et hop là, c'est... Il y a marque-page. Donc c'est un roman en fait, et il l'a juste illustré avec certaines du coup illustrations. Il a juste illustré tout le roman. Il y a quelques passages en début de chapitre qui sont que du texte, je vais vous montrer, avec une illustration au début. Mais sinon c'est principalement et uniquement quasiment de l'illustration et c'est hyper bien foutu. Vraiment les couvertures je les trouve hyper cool, même avec juste les jaquettes, elles sont hyper sympas. Alors c'est pas celui-ci qui m'a dédicacé, c'en est un autre mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais en tout cas très très cool, très très bonne première approche. C'est un roman du coup un peu fantastique, fantasy, comme quoi il y aurait une île qui aurait existé pendant les années, je sais plus comment elle s'appelle, et qui aurait le monopole sur le commerce d'une pierre un peu anti-gravité, quelque chose comme ça. Et voilà, il y a tout un... En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça, qui est une sorte de complot dans le complot, avec des personnages qui semblent gentils mais qui sont en fait complètement tarés. C'est justement, ça m'a beaucoup surpris parce qu'il y a beaucoup de revirements de situation, de choses qui se passent mais qui en fait non. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je sais pas à quoi je m'attendais en fait quand j'ai commencé cette lecture, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux, je dirais. Je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, une histoire, je dirais pas de tranche de vie, mais voilà, un roman assez calme. Et en fait pas du tout. Pas du tout, c'est à un moment donné c'est la grande guerre, il y a des morts de partout, des explosions de partout, il y a des trahisons mais à tout va, c'est n'importe quoi. Non franchement ça m'a beaucoup surprise du coup parce que je m'y attendais pas du tout. J'étais en mode mais je lis bien ce que je suis en train de lire là, ça m'a un peu choquée. Après je trouve quand même à titre personnel que c'était un peu longué, hein. Des fois ça aurait mérité quelques pages en moins je trouve, parce qu'il y a des fois où je trouve que ça en fait ça a tiré trop. La fin à un moment donné je la voyais plus venir et ça m'a un peu comment dire dégoûtée, parce que je me suis dit il faut clôturer et arrêtons d'avoir une autre révélation, une autre trahison avant la dernière page. C'est bon, faut fermer l'histoire à un moment donné. Mais c'est vrai que voilà, c'est le seul point noir que j'ai à mettre sur ce livre, c'est que je l'ai trouvé assez long. Après voilà, le fait que comment dire, il y ait beaucoup d'action, que ouais ça envoie du pâté quand même, même les illustrations en fait elles sont hyper bien foutues, et c'est pas censuré ou quoi. Quand il y a quelqu'un qui saigne, ben ça saigne. Non franchement c'est hyper chouette à lire, mais ouais c'est vrai que j'ai trouvé ça du coup un peu longué. Et puis comment dire, les personnages sont à mon sens aussi des fois pas très bien introduits, c'est à dire que il y a une comment dire une sorte de hiérarchie au tout début qui vous présente tous les principaux personnages,
Et pour moi il y en avait trop. Il y en avait trop, il y en avait trop, il y en avait que on en a vu je crois mais juste sur 2 pages, donc je vois pas l'intérêt de faire une présentation de ce perso alors qu'on le voit que 2 pages, donc voilà, il y a quand même pas mal de moments où je me suis dit bon je suis un peu perdue parce que ce personnage on le voit à la page 2 et après on le voit à la page 100, qu'est-ce qu'il fout là, on sait pas. Et après j'ai trouvé qu'il y avait certains personnages qui se ressemblaient beaucoup dans les traits du visage, donc il y a 2-3 personnes, là je les vois là, Lazare Delacroix et Arthur Delacroix, je les ai confondus, mais je crois que je savais plus qui c'était et qui à la fin, et il y avait 2 filles aussi que j'ai confondues, mais ouais, donc je trouve que il y avait certains personnages qui se ressemblaient un peu trop, qui fait que des fois j'étais un peu perdue dans le récit, mais bon, sinon ça allait. Et je trouve que c'est hyper bien fait, donc juste pour ça c'est hyper cool. De toute manière je l'ai acheté du coup pendant la Icon l'année dernière et j'ai pu du coup discuter rapidement avec l'auteur et voilà, enfin c'est vrai que du coup mon avis est un peu biaisé parce que j'ai trouvé cette personne hyper sympathique et voilà, il vendait ses livres avec beaucoup d'amour, donc juste pour ça et le fait qu'il se soit autopublié et tout, moi je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, c'est vrai que comme j'en parle on dirait qu'il y a plus de négatifs que de positifs, mais non, je trouve que ça se vaut. Et si vous avez la curiosité de voir son travail, il a un Instagram et je crois qu'il a une boutique, je sais pas si c'est sur Etsy ou quoi qu'il les vend, je me souviens plus. Mais en tout cas voilà, renseignez-vous un peu sur le travail de cet auteur parce que ça vaut le coup. Et puis voilà, après moi j'ai trouvé quelques longueurs, mais s'il faut vous les trouverez pas. Donc voilà, l'essentiel des fois c'est juste de se laisser porter et ben moi la patience. Voilà. Des fois elle se fait un peu trop vite la malle. Peut-être que j'étais en période de... il faisait très chaud dans ma tête. Donc bon, peut-être que c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu long des fois, mais sinon voilà, je vous le recommande. N'hésitez pas à découvrir son travail sur son Instagram. Et puis voilà, donc très très chouette. J'espère que vous êtes accrochés parce qu'il m'en reste des choses à vous montrer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. Mais en tout cas, on arrive à cette pépite. Voilà, ce coup de cœur, ce chef-d'œuvre, voilà, le dernier tome de Capitale du Sud, le 3e, Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain. Voilà, quel coup de cœur, oh là là. Alors, il est quand même un peu en dessous du coup de cœur, mais je vais m'expliquer pourquoi. Parce que sinon c'est un énorme coup de cœur en soi, parce que c'était tellement bien et j'ai tellement adoré le fait que voilà, la saga Capitale du Nord et la saga Capitale du Sud se soient enfin rencontrés et c'est trop bien. Et du coup ça apporte tellement de choses. Là on est quand même du coup du côté de Nox et de sa problématique à lui, et c'est vrai que du coup quand il arrive un chapitre où les deux problématiques de Capitale du Sud et de Capitale du Nord se rejoignent, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Donc franchement j'adore. Et puis ça quand même ça comment dire, ça conserve quand même son individualité en tant que saga. C'est-à-dire que je pense pas que vous soyez obligé de lire Capitale du Nord pour comprendre Capitale du Sud et inversement, même si enfin à mon sens ça serait quand même du gâchis de pas s'intéresser à Capitale du Sud ou à Capitale du Nord inversement, parce que le fait qu'il y ait les deux sagas communiquent, ça apporte énormément de choses. Mais voilà, si vous voulez vous contenter à une saga, grand bien vous fasse. Mais Capitale du Sud, le dernier tome, du coup le point final à l'aventure de Nox, qui est hyper chouette, franchement. De toute manière j'ai un coup de cœur pour Nox depuis le début, depuis le premier tome, et c'est vrai que le fait de le quitter et de terminer, alors même si je pense qu'on va le revoir dans le dernier tome de Capitale du Nord, je sais pas comment ça va commencer à trop le Capitale du Nord, le 3e tome, mais je pense quand même qu'on va le voir un peu surgir, voilà, mais c'est quand même son histoire à lui qui est terminée et c'est trop bien, c'est trop bien. C'est hyper bien conclu avec voilà, et ça porte hyper bien son nom quoi, les contes suspendus, avec le Nihilito qui prend enfin tout son sens aux yeux de Nox, et c'est trop bien. Donc il arrive à faire quand même de la tour de garde son chez lui, et voilà, il y a plein d'intrigues politiques avec des espèces comment dire, de seigneurs qui veulent le foutre à la porte. Il y a des personnages du coup de Capitale du Nord qui vont un peu l'aider dans tout ça. Il y a, je sais pas, il y a une part de Nox aussi qui est révélée dans ce 3e tome que j'ai pas envie de spoiler, et qui est hyper chouette du fait que
ouais, ça rend juste le personnage de Nox complet, le fait que voilà, il aime les histoires tristes et c'est sympa, franchement c'est hyper cool. Le lien aussi qu'il a avec ah, j'ai un Simestre, c'est ça son prénom? Oui, c'est ça, c'est bon, j'ai la mémoire. Parce que Simestre quand même est incroyable comme perso, même si j'aurais aimé du coup le voir un peu plus mis en avant, parce que c'est vrai que c'est très centré sur Nox quand même. Et Simestre est un personnage que je trouve qui est un peu sous-exploité, mais ça c'est mon avis après, parce que sinon il est là, hein, il fait ses choses de maçon, il répare la tour de garde, il aide Nox dans ses problèmes et tout. Mais c'est vrai que des fois je me suis dit, bah ils sont meilleurs amis quand même, mais des fois on le voit pas trop. Et j'étais un peu déçue, mais sinon c'est pas grave. J'ai quand même vachement aimé ce dernier tome et l'écriture de l'auteur est juste trop bien, l'intrigue est trop bien. Je suis un peu déçue, mais alors un poil déçue sur Daphné, la sœur jumelle du coup de Nox, que j'ai trouvé... en fait j'attendais tellement beaucoup de ce personnage. Depuis le premier tome je me suis dit il faut qu'elle m'envoie du pâté, il faut qu'elle m'envoie du lourd. On me la vend comme une folle, comme une personne hyper intelligente, hyper... je sais pas, et genre on attendait vraiment beaucoup de ce personnage et au final, comment dire, je trouve sa fin, alors pas sa fin, mais ses apparitions du moins dans le tome 3 sont, je trouve, je sais pas, son avant-dernière, enfin le match qu'elle fait à un moment donné avec Nox, je vais pas en dire plus, j'ai trouvé quand même que c'était mal... Enfin je sais pas, c'était pas elle, enfin je sais pas trop comment vous le dire, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus de répondant de sa part, un peu plus de folie, je sais pas comment le dire, mais voilà, c'est juste le seul bémol que j'ai en fait et qui fait que ce n'est pas un coup de cœur à 100%, c'est que voilà, Daphné pour moi il manque un truc, mais sinon c'est incroyable. Donc je vous recommande, mais vraiment je vous recommande du fond du cœur, comme IQ et comme Le Seigneur des Bohèmes, tout ça, franchement lisez-le parce que c'est incroyable et c'est un coup de cœur qui est trop bien. Franchement, Capitale du Sud ça a été l'une de mes révélations de l'année, au même type que Capitale du Nord. Donc voilà, et puis ça prouve à quel point aussi la fantasy française bah, elle est incroyable aussi, donc c'est trop bien. Et voilà, donc je vous le recommande. N'hésitez pas vraiment à découvrir bah, Capitale du Nord ou Capitale du Sud. Je vous reparlerai de Capitale du Nord bientôt quand voilà, le prochain tome et dernier sortira. Mais voilà, Capitale du Sud, bah voilà, c'est terminé. Nox, c'est fini. J'ai adoré suivre son aventure, j'ai adoré suivre ce personnage. Tous les personnages aussi secondaires qui l'entourent, que ce soit Lotharic, que ce soit comment dire, le mécanicien là, qu'il a élevé presque, la copine de Simestre. Il y a plein de personnages qui sont juste hyper bien foutus et hyper cool et hyper chouettes à suivre dans la Révolution. Donc voilà, vraiment hyper chouette et j'ai qu'une hâte, c'est que le dernier tome de Capitale du Nord bah, sorte en octobre et qu'on ait vraiment le point final à la saga La Tour du Garde quoi. Donc surtout que du coup dans ce troisième tome ça met en place comment dire bah, des éléments pour Capitale du Nord pour ce dernier tome. Donc voilà, comment ça va se finir, est-ce que ça va se finir bien ou mal? Très bonne question, en tout cas Capitale du Sud se termine merveilleusement bien à mes yeux. Et voilà, donc lisez, foncez-y parce que c'est trop bien. On passe à des lectures un peu plus détentes. Celui-ci, le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Nami. Très très chouette, même si, bon, comment dire, je suis un peu mitigée dans le sens où j'ai bien aimé ma lecture, mais je m'attendais à plus et je trouve que, comment dire, en fait je suis tellement habituée à ce qui est pas mal de descriptions au niveau des sentiments ou des sensations dans les livres japonais ou coréens, que là je le trouve très très descriptif en fait. Il se passe pas grand chose, c'est le speech, il y a un père et sa fille qui tiennent un restaurant et ils ont une petite activité aussi qui fait que des personnes viennent en fait voir le chef et sa fille pour leur demander une recette qu'ils auraient oubliée, c'est-à-dire ils l'ont soit goûté à un restaurant, soit je sais pas, c'est la recette d'une défunte épouse, quelque chose comme ça, qui fait que la personne vient les voir pour voilà, qu'ils enquêtent sur la recette parce qu'ils n'arrivent pas à la refaire chez eux par exemple. Et c'est vrai que du coup il n'y a pas en fait tellement d'émotions que ça, enfin en tout cas je l'ai pas ressenti. C'est à dire que par exemple la première histoire c'est un homme qui va les voir, c'est un ami à la famille
et parce que son épouse est décédée et elle avait une recette spéciale de oden je crois, et il n'arrive pas à la faire refaire par sa nouvelle épouse. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai pas eu ce pincement au cœur comme quoi voilà il tenait à sa femme, ou voilà le souvenir de sa femme avait une émotion ou quoi. Je sais pas, après il y a aussi tout un background que le chef cuisinier a perdu sa femme d'une maladie, donc il y a une relation assez intime avec sa fille, assez forte. Je l'ai pas ressenti non plus. J'ai trouvé vraiment ce livre très descriptif dans la description. Il ne dégage pas assez d'émotions pour moi en fait. Donc c'est vrai que quand je l'ai fermé, je suis là, bon, qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette lecture? Mais pas grand chose en fait. C'est pour ça que j'aimerais vous le recommander, mais je suis pas si sûre que ça. En fait, dans le même style, je trouve, vous avez la bibliothèque des rêves secrets qui est 1000 fois meilleure à mes yeux. Et il y a aussi Tant que le café est encore chaud qui est un peu sur le même concept. Voilà, je vous recommande en fait d'autres livres que celui-ci parce que franchement je l'ai trouvé assez en demi-teinte pour le coup. Donc bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Il était sympa mais sans plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez un livre dans le même style, avec des personnages qui sont un peu perdus et qui veulent voilà, une solution peut-être à leurs problèmes, et la solution n'est peut-être pas forcément celle qu'ils attendent, ben voilà, vous avez ouais, la bibliothèque des rêves secrets, je trouve que c'est celui qui correspond le mieux. Et là où il y a quand même beaucoup plus de sentiments et je trouve d'action. En fait, ce livre, il n'y est pas assez en fait. Il est très court, les chapitres sont très courts. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément le temps de s'attacher au personnage qui veut la recette, ou au cuisinier, ou à sa fille. Enfin, c'est très... Ouais, non, j'ai pas tant aimé que ça. Voilà, en fait, si on sent cette chronique, je me dis, ouais, j'ai aimé, peut-être pas forcément, non. Donc bon, n'hésitez pas à me dire votre avis si vous l'avez lu. Voilà, peut-être que j'ai peut-être mal compris des choses, peut-être qu'il y a plus de sentiments que je ne l'ai vu, je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon ressenti actuel. Je suis pas sûre qu'il va finir très longtemps dans la bibliothèque. En fait, je pense que je vais pas forcément le garder. Mais bon, voilà, ça se lit, c'est simple. Mais c'est pas casser trois pattes à un canard. Autre lecture japonaise, et pour le coup celle-là je vous la recommande vraiment, il s'agit de Au prochain arrêt de Hiro Arikawa aux éditions Babel. Vous vous souvenez de ma lecture déchirante des Mémoires d'un chat? Et ben voilà, alors c'est pas la même chose parce que si je les compare tous les deux, en fait les Mémoires d'un chat ça a été vraiment un coup de cœur déchirant qui m'a juste broyé le cœur. Et en fait là c'est un coup de cœur dans le sens où ça vous redonne, comment dire, je dirais pas espoir en la vie, mais ça vous redonne le sourire. Je pense qu'en fait, c'est un coup de cœur qui fait que si j'avais été mal dans mes baskets et que j'étais tombée sur ce livre et que je l'avais lu, eh ben je pense que ça m'aurait redonné vite la bonne humeur en fait. Parce que franchement, c'est ce qu'il inspire ce livre, c'est que chaque rencontre qu'on fait, là par exemple c'est dans du coup le Shinkansen, enfin le métro, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le métro qui relie deux lignes à Kyoto, non, à Osaka je crois. Donc chaque rencontre qu'on fait dans ce métro là peut avoir des actions sur la vie d'une autre personne, et je trouve ça assez incroyable, cet effet domino, cet effet papillon en fait qu'il y a entre les personnages, et c'est hyper bien fait parce que chaque rencontre fait que ça va influencer la vie de l'autre, et c'est ce qui se passe aussi dans Les Mémoires d'un chat, c'est que le monsieur quand il va de ville en ville pour essayer de donner son chat à des anciens amis, voilà, le fait de sa visite en fait va changer quelque chose dans la vie de son camarade. Et là c'est la même chose, c'est que il y a une mamie qui va rencontrer une jeune femme qui est mal dans son couple parce qu'elle est elle est carrément battue par son copain. Donc voilà, cette rencontre là va faire que cette personne-là va se dire qu'est-ce que je fous là en fait, pourquoi je suis là, donc voilà, ça va l'amener à se dire mais pourquoi je le largue pas. Et pareil, une autre personne qui va rencontrer cette même mamie ou une autre, je me souviens plus, voilà, elle va lui recommander un quartier, et ce quartier elle va se dire, la jeune femme, ah mais pourquoi j'habiterai pas là. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, tout un tas de liens qui se font avec des personnages qu'on rencontre peut-être qu'une seconde dans notre vie, qui fait que des fois c'est important. C'est important de s'y poser dessus et de se dire
ah oui, et cette personne peut aussi bien illuminer notre journée que au contraire même, mais c'est vrai que ça apporte un souffle, je trouve, hyper attendrissant et hyper touchant dans la vie des personnages. Et ouais, non, ce livre m'a émue, contrairement au précédent, mais ouais, ce livre a beaucoup touché dans les histoires des personnages. Donc je ressors vraiment hyper contente de cette lecture. Et oui, quand j'ai fermé ce bouquin, j'avais un sourire quoi, et j'étais là, ouais, c'est ça la vie, c'est ça, c'est des petites rencontres qui des fois vont la marquer, des fois non. Et c'est ça, voilà, on est chacun des êtres humains qui avons notre quotidien et voilà, il faut faire des fois peut-être attention à l'autre, des fois il faut peut-être l'ignorer. Et non, c'est sympa, ça apporte quand même de très très beaux messages parce que du coup il y a la partie aller où voilà, les personnages vivent une certaine situation. Et il y a la partie retour où du coup ils ont rencontré quelqu'un peut-être dans la partie aller, ils ont vécu peut-être un moment important et voilà, c'est le déclencheur, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les personnages en retirent dans la partie retour et c'est chouette, c'est franchement très très chouette donc c'est cool, franchement je vous le recommande à 100% là aussi et si vous n'avez toujours pas lu Les Mémoires d'un chat, mais foncez en fait, qu'est-ce que vous attendez mais en tout cas au prochain arrêt, il ne m'a toujours pas déçu cet auteur, donc je pense que si jamais il y a un autre livre de lui qui est traduit en français, eh bien je vais le jeter très très fort. Mais en tout cas voilà, je trouve que il y a un rythme, il y a des émotions, il y a de la description, il y a une écriture, je trouve qu'il vaut franchement le coup. Donc allez-y les yeux fermés parce qu'il est hyper mais hyper touchant et hyper chouette. Ensuite, je me suis attaquée à des e-books. Donc le premier, c'est Rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un Écossais de Amélie C. Astier. Et c'est une suite un peu de son premier qui est Noël à Édimbourg avec un inconnu. Je crois que c'est ça le nom complet. Donc voilà, là elle a sorti du coup une deuxième nouvelle pour la Saint-Valentin. Alors oui, je lis un truc de la Saint-Valentin en plein été, c'est normal. Mais voilà, je voulais la lire, je me suis dit, ah en plein été, peut-être que inconsciemment mon corps va se rafraîchir. Pas des masses, mais c'était une très très chouette lecture. Dans le sens où dans la première nouvelle, je m'étais quand même vachement attachée au personnage de Thomas pardon, il est français, et de Fergus du coup qui est l'écossais. Et ouais non, je les avais beaucoup aimés, je les ai trouvés hyper chouettes, je sais pas, leurs valeurs, leur caractère, tout ça, c'était franchement cool. Et dans ce tome 2 du coup on les retrouve et voilà, c'est du coup 2 mois après leur première rencontre, ils ont continué à garder contact, ils sortent plus ou moins ensemble sans vraiment mettre des mots dessus. Et c'est vrai que c'est ça que ça va apporter ce deuxième bouquin, c'est quelle est leur relation, est-ce qu'il faut la nommer ou pas, est-ce que c'est vraiment grave d'être tombé amoureux d'un mec alors que ça fait que 2 mois qu'ils se connaissent. Voilà, c'est ça un peu les problématiques qu'il y a dans ce livre et elles sont bien faites. Je trouve qu'elles sont voilà, intéressantes. Et ça apporte quand même pas mal du coup de surprises parce que alors je sais pas si l'auteur est allé déjà en Écosse ou quoi pour faire le road trip en fait qu'ils font pour la Saint-Valentin, mais voilà, j'ai été quand même assez transportée dans ce pays. De toute manière c'est quelque chose que je veux faire aller au moins une fois dans ma vie en Écosse avec voilà, le lac du Loch Ness, ces paysages vraiment très sauvage, forestier, ce temps un peu maussade et gris, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que du coup c'est quand même un environnement qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que du coup ce livre a réussi à me faire voyager alors que j'étais bloquée sous 40 degrés voilà, à Carcassonne, mais tout va bien, donc c'était ce que je demandais, c'était être transportée et c'était chouette, surtout avec 2 personnages que je trouve très attachants et qui sont je trouve très bien faits. Des fois ils sont un peu trop sérieux à mon goût ou des fois au contraire ils sont un peu trop insolents à mon goût, mais voilà, c'est les personnages, voilà comment ils évoluent et que ils ont tous leurs facettes et c'est hyper chouette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir Fergus et Thomas dans ce deuxième petit livre et qui sait, l'auteur a émis peut-être l'hypothèse de faire un troisième, donc bon, on verra s'il sort et si je m'y intéresse, mais en tout cas cette nouvelle là est assez sympa. Et trigger warning, c'est une relation MM et il y a 1 ou 2 scènes voilà. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer spicy, épicé. Bref, donc voilà, si vous n'êtes pas sur ce genre là ou que vous n'avez pas les scènes trop détaillées, voilà, je vous le dis, là je vous mets un warning, n'y allez pas. Mais voilà, si vous êtes un minimum curieux,
allez-y parce que franchement c'est hyper court à lire, en une journée c'était plié. Donc je vous le recommande à 100% là aussi. Et voilà, on verra pour le 3e tome. Et ensuite je me suis attaquée. Tenez-moi, tenez-moi parce que ah là là, c'était un énorme coup de cœur là aussi. Je vais vous parler du coup de The House in the Cerulean Sea de TJ Klune. Que j'ai aux éditions, je sais plus parce que c'est les éditions anglaises et que là maintenant tout de suite je ne l'ai pas en tête. Il s'agit des éditions Thor en anglais, voilà, au cas où ça vous intéresse. Mais waouh, 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 waouh. Alors si vous vous souvenez de la vidéo de ma palle, je vous en avais parlé en français parce que j'étais déterminée un peu à le lire en français. Sauf que quand du coup j'ai fait ma commande sur Kindle avec notamment le livre d'avant, j'ai vu en fait que la version anglaise et la version française, les prix étaient différents, c'est-à-dire que la version anglaise était moins chère. Et je me suis dit, en fait pourquoi pas. Donc en fait, pourquoi j'ai lu en anglais? Parce que c'était moins cher que de lire en français. Je suis un rat, non mais sans déconner. Bref, donc en tout cas, de toute manière je voulais me lancer à un moment donné en anglais avec TJ Klune. Et je me suis dit, bon, allez, autant économiser quelques euros et le faire, let's go. Donc en tout cas, oh là là, je regrette tellement pas de l'avoir acheté en anglais. Oh, et c'était tellement, mais tellement bien. Oh là là, mais incroyable, incroyable. J'ai tout aimé en fait. En fait, c'est le genre de livre qui résonne en moi parce que en fait, c'est ce que j'ai retrouvé dans le plan Bennett, c'est que l'auteur arrive, comment dire, à vous faire, à mettre en place des liens entre des personnages. Et c'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière quand je vous en parlais vachement de The House in the Cerulean Sea. Mais c'est vrai que du coup, qu'on soit lié par le lien du sang de la famille, par des amis, par des proches, etc., on est lié d'une certaine manière avec une personne. Et la puissance qu'a ces liens des fois est juste extraordinaire. C'est incroyable. Et on le ressent de toute manière avec le personnage de Linus qui arrive dans un orphelinat avec la ferme intention d'être le plus net possible, d'être voilà, très écarté des enfants, du directeur, de la femme aussi qui s'en occupe. Voilà, c'est d'être vraiment comme il fait à chaque fois, c'est-à-dire le plus intransigeant, le plus neutre. Et pour lui, de toute manière, le plus important, c'est le bien-être des enfants s'ils sont bien traités dans l'orphelinat. Et c'est vrai que du coup, il va y avoir certains moments où sa carapace va se percer parce que voilà, il doit rester un mois là-bas. Et je pense que de toute manière, s'il aurait voulu ou pas, on s'en fout, il était obligé à un moment donné de s'ouvrir avec des personnes qu'il allait partager le quotidien pendant un mois. Et le fait aussi que ce soit ces enfants-là qui sont particuliers, qui sont, comment dire, un peu exclus de la société, même au sein de la communauté magique, entre guillemets, parce que il y a, par exemple, il y a Théodore qui est une wyverne, c'est hyper rare. C'est Talia, je crois qu'elle s'appelle, je me souviens plus trop du nom, qui est une gnome, et là aussi une femelle gnome, c'est hyper rare. Et il y a bien évidemment Lucie qui est un personnage là aussi hyper dangereux de par son père. Et franchement, c'est vrai que du coup on s'y attache, mais c'est incroyable. Franchement, je les ai là en fait, même si il y en a certains que je trouve beaucoup plus intéressants que d'autres, sales pour le coup. Oh, il m'a ému, mais alors lui, et puis il y a Théodore, et puis même il y a, ah, je sais plus son nom, c'est Chansley, je sais pas comment ça se prononce en français, mais lui, mais il lui arrive du mal, mais je pète un câble, je vais craquer le mec qui lui a fait du mal. Donc franchement, et puis ils sont tous incroyables, parce que c'est vrai que j'en cite que quelques-uns, mais il y a Fée aussi, qui est du coup une fée, et qui est juste, c'est vrai qu'on la voit un peu moins parce qu'elle est beaucoup plus avec un personnage pour son éducation en tant que fée, etc. Mais c'est vrai que du coup elle est hyper intelligente. Il y a Talia qui est un peu bourrue mais qui est juste trop que sympa. Du coup il y a Chansley, mais c'est comment dire, c'est l'innocence même. Et puis il y a Théodore, et puis il y a Sal aussi qui a été tellement blessée par la vie mais qui essaye quand même de vivre sereinement. Et ouais, voilà, et du coup il y a Lucie au milieu de tout ça qui qui est du coup le fils du diable, et on lui a toujours inculqué quelque part qu'il doit être le méchant, qu'il doit détruire la terre, que voilà, il est hyper dangereux. Et au sein de cet orphelinat, et notamment de Arthur, le principal, il va comprendre que, enfin en tout cas il va essayer de s'inculquer que
comment dire, c'est pas parce qu'on lui dit ça qu'il doit absolument être comme ça. Il a sa propre personnalité, il a son propre vécu et il a ses propres envies et merde, c'est un enfant de 6 ans, pourquoi lui foutre dans la tête que c'est un mec hyper dangereux alors que c'est qu'un enfant qui est en voie de développement et qui a genre, je sais pas, mille et une possibilités d'avenir et c'est ce que essaye d'inculquer du coup Arthur, le principal, le chef de l'orphelinat à tous les enfants, pas qu'à Lucie, c'est que c'est pas parce qu'ils sont rangés dans une certaine case qu'ils doivent forcément le rester. Et ouais, et c'est incroyable du coup, ouais, on s'attache à tous les persos de toute manière. Et puis du coup il y a Linus qui est au milieu de tout ça et qui juste alors qu'il vivait une vie assez morne, tout ça, il va voir ce que c'est que vivre, clairement, et il va enfin comprendre la notion de famille. Et voilà, c'est pas parce qu'on est pas lié pardon, par le sang qu'on n'est pas une famille. Là, à la fin, il dit oui, Arthur, c'est le père des gosses, c'est comme ça, c'est pas que le chef de l'orphelinat, c'est leur père à tous parce que il les éduque et qu'il veut le meilleur pour eux. Et voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas une goutte de sang qui partage que ce n'est pas le cas. Et ouais, donc j'ai trouvé quand même le personnage de Linus hyper intéressant parce que c'est via lui qu'on ressent tout ça. Et du fait que il essaye vraiment jusqu'au bout d'être droit dans ses bottes, de pas se laisser embarquer dans cette histoire au sein de tous ses enfants et de Arthur et de... et je me souviens plus, Zoé, voilà, exactement. Et il y a tout ça qui fait que il va petit à petit s'ouvrir et petit à petit se dire mais qu'est-ce que je foutais avant? Et d'un autre côté il y a quand même sa conscience professionnelle qui fait que ouais, ben certes j'aimerais peut-être rester là, mais d'un autre côté il y a plein d'enfants qui vivent dans des orphelinats et qui sont maltraités et moi je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience, donc il faut que je continue d'aider les gens. Et c'est vrai que du coup le final du bouquin, mais il est trop bien, il est vraiment trop bien. Donc je suis hyper contente de l'avoir lu en anglais et d'avoir découvert la plume de TJ Klune qui est juste merveilleuse à mes yeux. Donc si vous avez un minimum d'anglais, que ce soit votre premier livre ou non en anglais, et que vous voulez découvrir vraiment TJ Klune dans sa vraie plume, et même que vous voulez vous lancer dans un livre d'anglais, attention, si vous avez un minimum de niveau, je le répète, vous lancez pas dans The House in Mystery si vous avez un niveau débutant. Parce que je trouve que clairement ça demande un minimum de vocabulaire. Donc voilà, c'est mon ressenti là-dessus. Après s'il faut je me gourre totalement. Mais voilà, si vous voulez vous attaquer à des livres en anglais, dans des premiers livres, intéressez-vous davantage à de la jeunesse ou à des livres que vous avez déjà lus. Comme ça vous avez déjà l'intrigue, l'histoire et ça peut vous permettre de mieux comprendre le livre en anglais. Mais voilà, sinon découvrez The House in the Serenian Sea en langue VO parce que ça vaut vraiment le détour. Donc franchement foncez. Et j'ai fini ma palle de l'été avec cette dernière lecture, La République du Bonheur de Ogawa Ito aux éditions Pique et Poche. Je l'ai bien aimé, mais j'ai préféré déjà La Papeterie de Tsubaki parce que je sais pas trop comment vous le dire. En fait du coup ça reprend les événements du premier tome où il y a Atoko qui se marie avec, je me souviens plus du nom, mais Mitsuro je crois, qu'elle a rencontré dans le premier tome avec sa fille QP. Et c'est vrai que du coup c'est pas mal que ce soit assez lent parce que du coup on se remet des personnages qu'on n'avait peut-être pas forcément retenus dans le premier tome. Donc bon, c'est assez lent, c'est assez chouette. Et puis j'ai retrouvé quand même cette atmosphère qu'il y a de Kamakura parce que j'y étais et c'était trop bien. Mais voilà, cette ambiance vraiment où comment dire, l'héroïne a vraiment à cœur d'écrire de bonnes lettres parce qu'elle est écrivain public et voilà, elle tient sa papeterie et vraiment elle aime son métier, elle aime rendre service aux gens en écrivant leurs lettres, en essayant de se mettre au maximum dans leur peau, à leur place pour voilà, livrer tous les sentiments qu'une personne a à donner. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça, c'est pour ça que je l'ai quand même vachement aimé. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie après de l'histoire qui est du coup sa vie de famille, notamment du coup avec Mitsuro et Kyupe, que, comment dire, ça n'a pas résonné tellement en moi. Je sais pas si c'est le fait que, je sais pas, pour moi la maternité c'est très abstrait, c'est très loin vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments où je me suis dit, ouh, elle exagère pas un peu dans la manière dont elle voit sa belle-fille. Enfin,
je sais pas, c'est quelque chose que je pense que je ne peux pas comprendre vu que je ne suis pas dans cette situation. Mais c'est vrai que du coup il y a toute cette liaison qu'elle a avec certains personnages. Bon, Mitsuru c'est son mari donc là c'est ok, mais c'est vrai que le lien qu'elle crée avec sa fille adoptive, je sais pas, il n'a pas résonné de la même manière en moi en fait. Et je pense que, enfin je mets ça sur le fait que je ne suis pas mère, donc je ne peux pas comprendre ce qu'elle peut ressentir. À un moment donné il y a du coup Kyupe qui est malade. Et enfin c'est la première fois qu'elle la voit malade, elle va juste surréagir de malade. Et sur le coup je me suis dit mais calme-toi, c'est un rhume. Donc c'est voilà, il y a des moments où je me disais bon, il y a des choses qui ne résonnent pas forcément. Mais il n'empêche pas moins que c'est quand même une très très chouette lecture. Voilà, avec tout cet aspect calligraphie, se mettre voilà, à la place des autres, essayer de comprendre leurs sentiments et de comprendre aussi ses propres sentiments. En fait j'ai beaucoup plus aimé le premier tome, c'est parce que elle avait une relation avec sa grand-mère qui était décédée dans le premier tome. Et voilà, elle était en quête de savoir ce que représentait sa grand-mère pour elle. Là, c'est arrivé au dénouement à la fin du premier tome. Et ça reprend un peu dans le deuxième tome, dans le sens où voilà, il y a un bouleversement dans sa vie privée. Donc elle va se mettre quand même franchement à s'interroger sur sa grand-mère, sur comment elle aurait réagi sur certaines choses, sur son éducation à elle. Donc voilà, ce qui fait que j'ai retrouvé quand même pas mal de choses que j'avais aimées dans le tome 1, ces interrogations qu'on a sur comment on a été éduqué et comment ça a façonné notre vie quoi, et comment ça la façonne toujours. Donc non, c'est très très intéressant à lire pour ça. Après voilà, il y a certains moments où des fois bon, ça m'a pas forcément, ça m'a pas tiré la petite larme ou ça m'a pas tiré franchement beaucoup d'émotions, mais il n'en reste pas moins que c'est un livre hyper intéressant. À choisir, lisez plutôt la République du Bonheur que les restaurants des recettes oubliées. Parce que lui franchement il vaut le détour. Et puis il y a des personnages que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome qui reviennent dans le tome 2. Donc franchement je l'aime d'amour. Je sais pas s'il y a une suite à cette saga là, je sais pas, en tout cas en France je suis pas sûre, mais au Japon je suis pas sûre non plus. Mais en tout cas voilà, la saga La Papeterie de Tsubaki et celui-ci du coup est très très chouette parce que voilà, le personnage d'Atoko quand même est hyper sympa à suivre. Et puis voilà, donc après il y a certaines problématiques forcément qui émeuvent certaines personnes et d'autres non. Mais en tout cas voilà, je reste quand même très très contente de ma lecture. On va passer rapidement à la partie book haul parce que sinon cette vidéo va être interminable. J'ai acheté du coup 2 audiobooks pendant cette période estivale. En fait, vu que je veux faire une vidéo sur les livres audio que j'ai pu lire, sur les styles, que ce soit voilà, le classique, le psychologique, fantasy, etc. Je me suis dit, il faut que je m'en achète quand même pas mal. Donc je me suis acheté le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb, l'apprenti assassin. Je me suis aussi acheté La Faille de Franck Tillier. Et ensuite l'Assassin du Roi, le deuxième tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Voilà, j'avais rien d'autre à vous dire de plus. C'est vrai que l'Assassin Royal, j'ai envie, ça faisait un petit moment que je voulais le lire. J'avais commencé à le lire en version papier, mais voilà, j'avais acheté, vous savez que les versions premier tome, alors que bon, il y a les versions bref, les 3 livres. Donc, mais je me suis dit, oh, autant tester l'audio, voir si ça peut m'intéresser ou quoi. Le terme fantasy, voilà, en audio, parce que c'est vrai que j'en ai jamais lu. Et du coup, pour La Faille, c'est que ben voilà, c'est un thriller. Je vais me lancer dans le thriller là aussi en audiobook. Et c'est vrai que c'est l'un de ses derniers livres. Et bon, Audible m'a fait, hé, il est là. Donc je suis là, bon, pourquoi pas. Donc voilà, et puis vous savez que du coup j'ai découvert Franck Tillier cette année, que je suis hyper contente de ma découverte. Donc voilà, ça va avec et je suis hyper contente. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue pour vous parce que je suis en train de voir le timer, je bégaye. Mais voilà, elle arrivera dimanche en temps et en heure, n'est-ce pas? Donc en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien et plaisir de faire cette vidéo update lecture / book haul à l'ancienne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures de l'été, vos achats de l'été, vos lectures, vos Pumpkin Autumn Challenge, vos pales, parce que je suis en train un peu de commencer aussi à regarder plus ou moins à droite et à gauche pour voir si je peux mettre d'autres trucs dans ma palle. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, un très bon week-end, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!